Dans les couloirs animés de l'hôpital, l'atmosphère oscillait constamment entre la rigueur de la médecine et les éclats de vie des patients et du personnel. Dans la chambre numéro 10-6, un silence pesant régnait avant que les mots ne viennent briser la mélancolie ambiante. Un infirmier attentionné tentait de réconforter un patient plongé dans une profonde tristesse, lui disant qu'il comprenait parfaitement sa déprime face à toutes les épreuves subies, ces moments où l'on a simplement envie de tout abandonner avant de réfléchir et de se rappeler la présence réconfortante de la famille autour de soi. Le patient, le regard vide, répondit simplement que son père était mort. L'infirmier, ne se démontant pas, insista sur le fait qu'il lui restait sûrement des amis, mais l'homme répliqua qu'il n'avait aucun ami. Face à ce constat, l'infirmier admit que les personnes dépressives cassaient parfois l'ambiance, tout en rappelant que l'important restait la santé. C'est alors que le malade précisa qu'il n'avait pas non plus la santé, qu'il se sentait fatigué et ressentait un besoin impérieux de se reposer. L'infirmier fit preuve d'empathie, affirmant se mettre complètement à sa place et proposant de continuer à parler si cela pouvait l'aider. Le patient implora qu'on le laisse tranquille, répétant sa demande avec insistance, ce à quoi l'infirmier répondit en acceptant tout en l'invitant à ne pas hésiter à l'appeler en cas de besoin, avant de marmonner une insulte affectueuse en s'éloignant. Soudain, une voix enjouée retentit dans le couloir, s'étonnant qu'on l'ait appelé et s'enquérant du bien-être de chacun, annonçant qu'il était temps de s'occuper de la réconciliation générale et d'envoyer tout le monde au dodo. Clara observait la scène avec étonnement, se demandant ce qui ne allait pas, tandis que Béatrice se montrait sous un jour que certains qualifiaient de belle, mais que d'autres trouvaient étouffante à force de positiver à outrance, ce qui finissait par produire l'effet inverse et déprimer l'entourage. Un membre du personnel avoua qu'il ne pouvait plus supporter cette situation, affirmant que seule Clara restait sympathique dans tout le service. En guise de remerciement, il lui annonça qu'il avait un cadeau pour elle, un livre qu'il avait lui-même écrit, exprimant le souhait d'avoir son avis sincère après sa lecture, tout en lui demandant avec une pointe d'hésitation si elle aimait lire. La couverture affichait une phrase poignante affirmant que son âme était un noir tunnel dans la nuit noire de sa sombre vie, une répétition stylistique du mot noir qui plaisait énormément à l'auteur, convaincu que cela fonctionnait toujours à merveille sur le lectorat. Devant tant d'aventures partagées, il lui demanda s'il serait possible de lire l'ouvrage pour le lendemain matin afin d'être fixé assez vite, une requête acceptée sans aucun problème. Pendant ce temps, dans une autre aile de l'établissement, Sabri poussait son chariot bruyant. Jamel l'interpella pour lui demander s'il n'avait pas un peu d'huile car le véhicule, surnommé Charlie, grinçait de manière suspecte. Après un rapide diagnostic visuel, Jamel estima que le problème venait de la courroie. Le surveillant du service intervint alors, signalant qu'on entendait le chariot de Sabri depuis l'autre bout du couloir et lui ordonnant de le ramener immédiatement au dépôt pour remplacer sa turbine. Sabri s'insurgea, refusant d'abandonner Charlie, son fidèle compagnon de route. Le supérieur rappela que dans la vie, les meilleurs duos finissaient par se séparer, citant Laurel et Hardy ou Simone et Garfunkel, pour signifier que le moment était venu pour Sabri et Charlie de prendre des chemins différents. Devant l'insistance de la hiérarchie, Sabri dut s'exécuter et ramener son ami au dépôt pour clore définitivement le dossier. Plus tard, à la cafétéria, Jamel tenta de consoler son collègue en lui disant que ce n'était pas grave et qu'il se reverrait sûrement en cachette, remarquant au passage que Sabri n'avait rien mangé à cause de sa tristesse pour Charlie. Jamel lui suggéra de manger son petit Suisse avant qu'il ne refroidisse, tandis qu'une collègue se plaignait de l'absence de nouvelles de Jean-Claude depuis 3 mois, s'inquiétant de ce mauvais signe avant de réaliser le ridicule de sa propre question. Les discussions tournèrent ensuite autour des relations amoureuses. Sabri se vanta d'être un professionnel en la matière, ce qui déclencha les moqueries de Jamel qui affirma que Sabri n'avait jamais fréquenté de femme. Sabri se défendit en expliquant qu'il choisissait simplement la discrétion, refusant que l'on qualifie sa vie de non existante. Il évoqua alors sa relation secrète avec Brigitte, l'infirmière en neurologie célèbre pour porter 2 montres au poignet, l'une donnant l'heure de Paris et l'autre révélant son tempérament unique. Décrite comme une véritable bombe, Brigitte provoquait l'admiration générale, mais Sabri prétendit vouloir la quitter immédiatement car elle l'énervait à force de trop le vénérer. C'est à ce moment précis que Marc intervint pour signaler qu'un bras orné de 2 montres s'approchait pour commander un yaourt, offrant à Sabri l'occasion parfaite d'agir. Pris de court, Sabri recula, affirmant qu'il ne fallait pas la plaquer dans une cafétéria par manque de romantisme. Encouragé par ses pairs à assumer ses actes, Sabri prit son courage à 2 mains et s'approcha de la jeune femme.
Il salua l'infirmière, s'excusant de ne pas la connaître personnellement mais demandant la permission de s'asseoir à sa table. Face à sa démarche maladroite, elle lui demanda s'il était en train de la draguer. Sabri nia farouchement, expliquant que la situation était ridicule et difficile à exprimer, avant de lui formuler une demande totalement insolite, celle de recevoir une violente baffe sur la joue de sa main ornée de ses magnifiques montres. Surprise et incrédule, l'infirmière lui demanda s'il était sérieux. Elle lui expliqua gentiment que c'était son moment de pause et que s'il recherchait une gifle, il trouverait certainement une autre charmante jeune fille disposée à le faire. Sabri insista, affirmant que c'était une question de feeling et qu'elle possédait une main parfaite pour cet exercice. Agacée, la jeune femme lui ordonna de s'en aller. Devant son refus, Sabri changea radicalement de ton, l'insultant copieusement de mégères et de tous les noms imaginables pour provoquer sa colère, avant de la remercier ironiquement pour le fier service qu'elle venait de lui rendre en lui tournant le dos. Ailleurs, un membre de l'équipe feuilletait nerveusement le manuscrit confié la veille, s'effrayant du nombre impressionnant de 382 pages alors qu'il n'en était encore qu'à la page 2. Ses collègues le retrouvèrent, lui reprochant de s'être caché alors qu'il le cherchait partout. Il se défendit en disant qu'il lisait tranquillement un bouquin, ce qui suscita l'étonnement général. Pour prouver sa culture, il inventa avoir lu un livre de science-fiction du XIIIe siècle parlant de l'Amérique, un sujet bien trop complexe selon lui pour être compris par ses camarades. Sabri l'accusa de se vanter depuis qu'il s'était mis à la lecture, mais l'homme répliqua que cet ouvrage particulier donnait des frissons et ne se prêtait pas à la frime. Sabri voulut absolument l'emprunter, mais le lecteur refusa car le livre devait être rendu le lendemain matin sans faute. Sabri proposa alors un compromis inspiré des résumés de magazines télévisés, demandant qu'on lui raconte le début, le milieu et la fin de l'histoire pour faire comme s'il l'avait lu lui-même, afin d'éviter d'avouer la perte tragique de l'exemplaire d'origine. La panique s'installa lorsqu'il fallut élaborer un mensonge crédible pour justifier la disparition du livre auprès d'Aimé, l'auteur de l'ouvrage, qui risquait de très mal prendre la nouvelle. Sabri proposa d'abord de raconter que le feu de sa cheminée était sur le point de s'éteindre et qu'il avait dû jeter le manuscrit dans les braises pour sauver sa famille du froid absolu. Ses amis rejetèrent immédiatement cette idée, rappelant d'une part que Sabri possédait un simple radiateur électrique et d'autre part qu'Aimé était déjà venu chez lui et connaissait la vérité. Une autre suggestion émergea, celle de prétendre qu'il se trouvait dans le métro, riant aux éclats à la lecture du livre, quand soudain un inconnu le lui avait arraché des mains avant de prendre la fuite. Cette option parut bien meilleure, bien qu'elle demandât un grand talent d'acteur pour faire croire à une vérité bâtie sur un mensonge. Sabri, confiant, affirma que tout résidait dans l'intensité du regard, la marque des grands comédiens. C'est alors qu'Aimé fit son apparition dans le couloir, demandant immédiatement des nouvelles de sa création et ce que Sabri en avait pensé. Sabri, appliquant sa technique du regard ténébreux et assuré, lâcha simplement qu'il l'avait perdu. Peu après, dans une chambre voisine, un médecin annonça à un patient affaibli que dans 15 jours il pourrait enfin sortir de l'hôpital. Le malade reçut la nouvelle avec une totale indifférence, affirmant que pour lui, être dehors ou dedans revenait exactement au même. Aimé entra pour s'occuper des bandages et administrer les médicaments prescrits sur la feuille de soins. Le patient en profita pour lui demander si la lecture de son propre texte lui avait plu. Aimé, cherchant une échappatoire, prétexta un manque de compresse pour s'isoler, mais le patient insista. Pris au piège, Aimé qualifia l'œuvre d'incroyable, de gai et de convivial. Le malade s'étonna de ces qualificatifs pour un ouvrage traitant du suicide et du mal de vivre. Aimé s'enferma alors dans des explications confuses, parlant d'une gaieté triste mêlée d'une convivialité qui faisait pleurer, une sorte de convivialité chialante. Devant tant d'incohérences, le patient comprit qu'Aimé n'avait pas lu son livre et lui reprocha son manque de franchise, plongeant Aimé dans une profonde culpabilité où il se qualifia de minable et de raté. Philippe, un autre collègue, intervint pour calmer le jeu, mais la situation dégénéra lorsque le patient, désespéré par le manque de reconnaissance de son talent littéraire, menaça de se jeter par la fenêtre. Malgré les tentatives de raisonnement de l'équipe et les doutes de certains qui pensaient à un simple chantage affectif, l'homme était suspendu au rebord, criant sa détresse tandis que ses collègues se querellaient sur la responsabilité de ce drame imminent. La tragédie fut évitée de justesse, mais l'événement laissa des traces. Plus tard, la mère de Philippe fit son apparition à l'hôpital.
Elle rencontra les membres du personnel qui lui présentèrent leurs condoléances pour la perte douloureuse de son enfant, s'enquérant maladroitement de l'existence d'un autre fils pour atténuer le choc. La dame confirma avoir un autre enfant, tout en relativisant le drame en confiant que son fils en était malheureusement à sa 13e tentative de suicide et que cela devait bien finir par arriver un jour. Clara souligna qu'ils avaient tout tenté pour le sauver, évoquant même une occasion passée où ils avaient fait une tentative similaire le même jour et à la même heure sans s'être concertés. La mère fut rassurée d'apprendre que son fils n'avait pas souffert et qu'il était mort sur le coup après sa chute. Elle exprima alors le souhait le plus cher de lire le dernier témoignage écrit de son fils, son œuvre littéraire majeure, affirmant que si elle ne pouvait pas poser les yeux sur ce manuscrit, elle commettrait elle aussi une bêtise. Face à cette pression psychologique, le personnel n'eut d'autre choix que de lui promettre la remise du livre, la mère annonçant qu'elle restait quelques jours à l'hôpital, ayant été admise au service d'aide psychologique. Sabri se retrouva à nouveau face au problème du manuscrit perdu dans le métro. Pour résoudre cette crise, Jamel et lui passèrent la nuit entière à réécrire entièrement l'ouvrage de mémoire, inventant des chapitres entiers pour combler les vides. Le lendemain, fatigué mais fier, Sabri confia à Clara qu'il envisageait sérieusement de quitter le milieu hospitalier pour se lancer définitivement dans la littérature, attribuant la paternité des grandes lignes de l'histoire à son propre génie. Brigitte, l'infirmière aux 2 montres, recroisa Sabri dans le couloir. La rupture s'annonçait délicate, et Sabri tenta de l'éloigner définitivement en lui demandant de partir et de l'oublier, soutenu par Jamel qui accéléra le départ de la jeune femme en lui indiquant fermement la sortie. Enfin, le moment tant redouté de la lecture du nouveau manuscrit par la mère de Philippe arriva. Après avoir parcouru les pages réécrites par les 2 compères, la dame livra son verdict sans concession, qualifiant l'ouvrage de décousu, d'incompréhensible et d'absolument inintéressant, une véritable horreur littéraire. Sabri tenta de défendre le travail en soulignant la beauté du passage évoquant les chariots de transport lors des tentatives de suicide, mais la mère répliqua que c'était le moment le plus catastrophique du livre. Elle critiqua également l'histoire d'amour fictive avec une infirmière, la jugeant totalement dénuée de crédibilité et affirmant que son fils venait de produire ce que la littérature avait fait de pire en 30 ans. Soulagée d'un certain point de vue, elle réalisa qu'elle avait enfanté le plus mauvais auteur de l'histoire, ce qui permit au personnel de prendre congé discrètement pour la laisser se reposer. Dans un dernier élan d'espoir et de rédemption, les protagonistes se retrouvèrent autour d'un nouveau patient qui regrettait sa 7e tentative de suicide ratée à cause d'un chariot ayant amorti sa chute. Clara le réconforta en lui disant que sa mission sur Terre n'était pas terminée et lui suggéra d'écrire un livre, une idée qui enthousiasma le vieil homme qui proposa aussitôt à l'équipe d'en être les tout premiers lecteurs.